En 2019, je suis allé au Japon pour la première fois. C'était incroyable. Mais avec du recul, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir vu trop peu de choses du pays. Et puis, 5 ans plus tard, mon pote Hugo est venu me proposer de traverser le pays à vélo. Traverser le Japon, c'est 50 étapes, 3500 km de route, 70% de montagne, et 110 volcans actifs tant qu'on y est. En plus, j'avais jamais fait de longue distance à vélo. Alors j'ai refusé. Non, je rigole. J'ai acheté un vélo sur le Bon Coin, j'ai mis toutes mes économies dans du matos, et on est parti. Le plan, c'était de remonter le pays, en passant par ses 4 îles principales, Kyushu, Shikoku, Honshu et Hokkaido. Et pour ça, on a commencé à l'extrême sud de Kyushu, à Kagoshima. C'est marrant, mais ce premier contact avec l'île n'a rien eu à voir avec l'image que je me faisais du pays. On découvre une ville côtière avec des palmiers, des plantes tropicales et un vent d'océan. Ça ressemblait plutôt à une île perdue du Pacifique en fait. Les premiers jours, c'était génial. On a eu l'euphorie du départ, on a traversé des endroits magnifiques avec le vent frais du bord de mer qui nous aidait à pédaler. On a croisé des torii perdus dans les collines, des forêts de vieux arbres, des sanctuaires remplis de lanternes où tout était recouvert de mousse. Et on a fait des heures de vélo au calme, dans le silence de la campagne japonaise. Et puis d'un coup, le déluge. On a vite compris pourquoi la végétation était aussi luxuriante ici. Il faut bien les arroser toutes ces forêts. Les jours suivants se sont donc passés sous des trompes d'eau toute la journée. Et puis, après 4 heures de vélo sous la pluie, on finit par s'arrêter dans un onsen avant l'hôtel. C'est marrant comme on profite toujours plus des choses après un peu de souffrance. On est aussi tombé par hasard sur une aire de route avec des statues géantes de films Ghibli. Ça a donné de belles photos. Mis à part la pluie et mon manque d'entraînement, les premiers jours se sont déroulés sans trop de difficultés. On a traversé des forêts, des rizières, des champs de blé doré. Et le 5e jour, on est arrivé à Fukuoka. Fukuoka, c'est la plus grande ville de Kyushu, alors on y a fait une petite pause. On y a découvert des spécialités locales comme le yatai. Il s'agit de cuisine mobile montée sur des chariots que quelques courageux installent et remballent quotidiennement le long de certaines avenues. J'ai aussi eu l'idée d'une petite quête secondaire à faire sur le voyage, récupérer les cartes des 151 premiers Pokémon. Elles ont beau avoir 30 ans, c'est assez facile d'en trouver en bon état ici, et je me suis dit que ça ferait un beau souvenir si j'arrive à toutes les rassembler. En tout cas, j'en ai trouvé quelques-unes à Fukuoka. Fukuoka, c'était aussi la dernière étape de notre traversée de Kyushu, la première île. Et, super pratique, elle est si proche de Honshu qu'elles sont reliées par un tunnel sous-marin. On l'a donc emprunté, et on a dit au revoir à Kyushu. Et puis, on est arrivé à Tsuwano. S'il y a bien une ville que je dois vous conseiller sur tout notre voyage, c'est celle-ci. Perdue au fond d'une vallée, entourée de montagnes, traversée par une belle rivière. Les canaux de la ville sont si propres qu'il y a des carpequois géantes qui y nagent librement. Certaines ont plus de 50 ans. Elles nageaient déjà là avant qu'on soit nés. On a aussi grimpé jusqu'au vieux château en ruine qui domine la vallée. Brûlé en 1871, il ne reste que ses fondations de pierre. Et sa vue, qui domine toute la vallée. On est accueillis par Adrien, un Français installé là depuis 12 ans avec Rumi, sa femme japonaise, et Nina, leur fille. Ils tiennent un salon de thé dans une maison traditionnelle qu'ils ont rénovée. Elle est magnifique. C'est con à dire, mais c'est exactement ce Japon que j'imaginais avec ce voyage. Des petites villes paisibles entre deux routes, où le temps semble s'être arrêté. Tsuwano, c'est précisément cette sensation. Et on aurait bien aimé rester plus longtemps, mais malheureusement, le trajet doit continuer.
Si vous avez déjà joué à Pokémon, est-ce que vous saviez que la route 110 de Hoenn existe vraiment? C'est une série de ponts gigantesques qui relient entre elles les petites îles au nord de Shikoku. Ça s'appelle le Shimanami Kaido. C'est la route cyclable mythique du Japon. On y a aussi découvert un truc marrant. Alors que ça fait 2 semaines qu'on n'a croisé aucun cycliste, ici, il y en a par centaines. Bien équipés, en groupe, affilés en bord de mer. Comme si les Japonais ne voyaient pas d'intérêt à faire du vélo ailleurs que sur les endroits prévus à cet effet. On pédale donc au-dessus de la mer. Les îles sont bien vertes. L'eau est turquoise. Des bateaux de pêche passent en dessous de nous. On prend un ferry aussi pour passer entre certaines îles qui ne sont pas reliées. Et puis, le climat change encore. D'un coup, on est dans une sorte de Méditerranée japonaise. Il fait sec, ensoleillé. Il y a des orangers partout. On essaie d'en goûter, mais pas de chance, les oranges sont amères. En fait, ça ressemble à la Côte d'Azur. Précisément, la route entre Nice et Menton, avec ses tunnels et ses virages en bord de mer. J'ai l'impression d'avoir été téléporté chez moi. Même les parfums se ressemblent, comme les agrumes sont en fleurs. Après la route 110, on a fait le tour de Shikoku, la deuxième île de notre périple. Shikoku était très différente de Kyushu, bien plus montagneuse, pleine de forêts en hauteur, et avec beaucoup de grandes villes qui peuplaient son bord de mer. On a commencé par Matsuyama, et son château qui domine toute la ville. Celui-là, il n'a pas brûlé depuis les années 1600. C'est plutôt rare ici. Mais la plus belle de toutes pour moi, c'était Koshi, avec sa pagode à 5 étages, et Makino, son jardin botanique, inauguré en l'honneur du père de la botanique japonaise. Entre 2 étapes, on a aussi longé une sorte de verdon japonais. 2 rivières, Naka et Monobe, d'un bleu magnifique, qui coulent entre les montagnes à l'est de Shikoku. On a aussi fait la grimpe la plus dure depuis le début du voyage, avec un petit 2000 mètres de dénivelé, mais la vue à l'arrivée en valait la peine, avec sa magnifique cascade en haut de la montagne. Pendant qu'on prend le ferry pour quitter Shikoku, j'en profite pour vous faire un petit aparté sur le principal avantage de faire de longs trajets à vélo. La bouffe. Un homme adulte moyen consomme environ 2500 calories par jour. Mais si vous rajoutez 120 km, un peu de dénivelé et un peu de bagages, vous arrivez à un besoin quotidien de 5000 calories. Bref, le vélo ça creuse. Alors vous vous en doutez bien, pendant 2 mois on a bien profité de notre faim stratosphérique pour essayer un maximum de choses, partout où on allait. Je fais un peu le malin à dire que notre trajet est différent de ce que fait tout le monde, mais évidemment, on a aussi fait les incontournables du pays. Et la première de ces étapes, ça a été Nara. Nara, c'est une ancienne capitale, connue notamment pour son énorme temple bouddhiste et son affluence de biches et de cerfs. Ils ont l'air passionnés par nos vélos, mais en réalité, c'est surtout qu'ils sont habitués à venir réclamer de la nourriture aux touristes. Certains d'entre eux ne mangent d'ailleurs plus que ça maintenant, au détriment de leur santé. Hugo essayait de convaincre un petit fan qu'un cerf-vélo valait mieux qu'un décathlon. T'as vu, il est beau. Mais heureusement, il ne s'est pas laissé berner. C'est un cerf-vélo. Achille a aussi malheureusement eu l'idée de se faire une petite entorse. Mais heureusement, il a pu profiter de notre arrêt prolongé à Kyoto pour récupérer. Parlons-en d'ailleurs de Kyoto. Sa colline aux 10 000 torii, ses temples d'or et d'argent, le Toji et sa pagode géante, vide, silencieux. C'est la ville la plus touristique du pays, mais c'est aussi parce que c'est la plus belle ville du pays. Alors on a quand même essayé de sortir un peu des sentiers battus et de profiter de nos vélos pour aller voir des choses différentes. Des petits sanctuaires perdus dans les forêts aux alentours. Je me rappelle de l'odeur d'encens, des moines qui prient, du bruit du vent dans les feuilles. Le dernier jour, on s'est même baigné en amont de la rivière qui traverse la ville, dans un coin complètement désert qu'Achille avait trouvé par hasard.
Il avait beau faire ultra chaud, on était complètement seul. C'est pas un truc qui se fait beaucoup ici, visiblement. Et puis, le lendemain, on a repris la route, en longeant l'énorme lac Biwa, au nord de Kyoto. Après une belle journée de 160 km sous un soleil de plomb, on est arrivé à Katsuyama, où se trouvaient 3 choses. Le plus grand château, le plus grand Bouddha et la plus grande pagode à 5 étages du pays. Sauf qu'une chose cloche. Le nombre de visiteurs se compte sur les doigts d'une main. Vous devinez pourquoi ? En fait, ce sanctuaire, il est complètement faux. Il date des années 90 et il a été construit en béton par un homme d'affaires japonais, Kiyoshi Takada, qui voulait faire de sa petite ville natale un lieu un peu plus touristique. Pour ça, il a investi 38 milliards de yens, l'équivalent de 250 millions d'euros à l'époque. Le résultat est plutôt convaincant, mais malheureusement, il n'intéresse pas du tout les Japonais. Résultat, il est complètement désert. C'est assez incroyable. Et il n'y a personne. Est-ce que c'est parce que c'est pas vraiment officiel, c'est pas traditionnel? Est-ce qu'il y a des rageux? C'est ça la question. Hop. On a trouvé ça bien triste et assez touchant en apprenant cette histoire. Moi qui ai toujours rêvé de construire un château fort, c'est peut-être pas une si bonne idée. L'étape d'après, c'était Hakone, la ville des sources chaudes et de la relaxation, avec sa vue emblématique sur le mont Fuji. Pour nous, ça n'a pas été relaxant du tout. Ça a même failli être le point de rupture du voyage. En fait, pour vous expliquer, Hakone est au centre d'un ancien volcan, dont le cratère est devenu un lac. Donc pour y accéder, ça monte. Beaucoup. Sauf qu'après avoir grimpé environ 1000 mètres de dénivelé, on se rend compte que le chemin qu'on comptait prendre n'existe plus. Et, complètement épuisé, au lieu de tout redescendre, on décide de couper à travers la forêt. C'était l'enfer. Et ça a débouché sur une belle dispute à la descente. Est-ce que c'était débile? Oui, 100%. Mais on est quand même arrivé à destination. Et on a pu se reposer tranquillement dans les sources chaudes. Après ça, enfin, et non sans effort, on est arrivé à Tokyo. J'ai dit que Kyoto c'était la plus belle ville du pays, mais il faut admettre que Tokyo n'est vraiment pas mal non plus. La ville est tellement énorme, et il y a tellement de choses à faire que j'aurais du mal à tout vous décrire. On y est resté une semaine en plus. Tokyo marque aussi le milieu du trajet. On a fait 2000 bornes sur 3500, et traversé la première moitié du pays. En une semaine, on a bien eu le temps de visiter toute la ville et ses quartiers. Shinjuku, Shibuya, Minato, Akihabara. J'ai presque terminé ma récolte d'ailleurs, mais il reste un problème, Dracofeu coûte plus cher que tout le reste de la collection réunie. Mais bon, c'est un problème pour plus tard. On a visité des temples, Meiji-jingu, l'énorme sanctuaire Shinto au centre de la ville, Kyoko, le palais royal, la Tokyo Tower et sa vue imprenable sur la ville, et même vécu des situations un peu imprévues. Je laisse Achille vous en raconter une. Alors, petit vlog depuis des quais Tokyoïtes. Nous sommes avec Monsieur Delattre et nous sommes face à une situation assez incongrue, à savoir, il y a deux saxophonistes qui se répondent en dessous d'un pont à coups de giblis interposés. Si vous aimez l'altitude, je ne peux que vous recommander Zao Onsen. C'est une station de ski au nord du pays, qui est connue pour ses sources chaudes en hauteur. C'est la plus grosse journée du voyage, avec 1700 mètres de dénivelé et 170 km, mais après une terrible grimpe jusqu'en haut de la montagne et une petite sieste amplement méritée, on est allé explorer l'incroyable forêt qui poussait à son sommet. Et puis, pendant qu'on profitait de la vue sur les chutes d'eau, elles ont décidé de prendre un peu plus de place. Achille et Hugo ne partagent pas mon avis, mais je commence à bien l'aimer cette pluie. En fait, il fait si chaud en été ici
que c'est presque plus agréable de pédaler avec les gouttes qui refroidissent le corps. Mais chacun ses goûts. On a aussi été tiraillés entre remonter à pied ou nourrir le capitalisme, mais on a fait le bon choix. Venons d'économiser 4 euros. 4 euros pour 100 mètres de D+, jamais. En allant toujours plus loin au nord, on passe aussi devant un lac de 25 km de superficie, le lac Tazawa. C'est pas du tout le plus grand du pays, loin de là, mais il en est pas moins impressionnant. On est resté là plusieurs heures à regarder ces belles couleurs et la forêt se refléter dans l'eau. Ce qui est génial avec le Japon, c'est que comme le pays est extrêmement long, on y trouve une très large diversité de climats. Le nord du pays en est un tout nouveau. Si le sud est une île du Pacifique et le centre est méditerranéen, au nord, on a presque l'impression d'être arrivé au Canada. Les routes s'allongent entre sapins, cèdres et autres conifères. Le vent est froid et montagneux, et on avance tranquillement en longeant des lacs et des rivières. Le nord du Japon est plus vide aussi. La crise démographique qui touche le pays a eu beaucoup plus d'impact dans les zones rurales. Et on sent dans certaines villes qu'elles sont bien moins actives qu'à leur apogée. Après avoir vu le monde à Kyoto et Tokyo, c'est un peu triste à constater. On nous met aussi en garde contre un nouveau danger, les ours noirs du Japon. Plus on s'enfonce dans la campagne, plus les panneaux de mise en garde deviennent omniprésents. Le nombre d'attaques s'est multiplié ces dernières années, presque une par jour aujourd'hui, et ça ne manque pas de nous faire peur. À chaque fois qu'on longe la forêt, on s'attend à en voir un surgir de derrière un arbre ou un buisson. En prévision, j'ai acheté quelques pots de miel. Comme ça, si on en croise un, je pourrais lui échanger contre notre salut. Un plan très solide, je sais. Mais finalement, on n'en a vu aucun. J'ai donc dû me trimballer mes 2 kilos de miel de cerisier dans les sacoches jusqu'au bout du trajet. C'était un plaisir dans les montées. Et puis, ça y est. Sans le voir arriver, on est déjà à la dernière île. Hokkaido. Je pense que c'était mes journées de vélo préférées. On a passé notre temps à longer la mer, avec le vent de dos par chance. Passé 3000 km, on commence vraiment à être rodés. Nos corps se sont habitués et ça se sent. C'est presque plus un effort de filer à toute allure toute la journée. On a presque fait 30 km/h de moyenne sur les dernières étapes, c'est dingue. C'est comme si on sentait plus nos sacoches, ou si les fouets de nos maîtres étaient à nos trousses. Et, enfin, après 50 étapes, on met les pneus à Sapporo. C'est la fin du voyage. 3500 km, 29 000 mètres de dénivelé, et on l'a fait. J'ai du mal à y croire en accrochant mon vélo au parking de l'hôtel. Comme l'ambiance était un peu mélancolique, on a voulu marquer le coup et finir sur une vraie belle journée. Alors on a cherché un endroit où on pouvait se baigner, ou faire un barbecue, et on a trouvé une crique pas loin de la ville, complètement vide pour changer. Coup de bol, c'était la saison des oursins et leur récolte était autorisée. Alors on en a pêché quelques-uns, et on s'est régalé une dernière fois en regardant le coucher du soleil.
Le dernier avantage du bikepacking, c'est le peu d'affaires qu'on a avec nous. Comme les valises sont presque vides, on a pu faire le plein de souvenirs. C'est drôle, mais un séjour aussi long, c'est pile la bonne longueur en fait. La maison commence à nous manquer, au point qu'on n'est presque pas triste de devoir rentrer. Et on a vu tellement de choses sur le trajet qu'on s'en va le cœur apaisé. Alors on a remballé nos vélos, on est monté dans l'avion et on a dit au revoir au Japon. Merci pour tout, à la prochaine. Vous êtes prêts ?